Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leurs points communs, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, je vous raconte une affaire mystérieuse et toujours non élucidée à ce jour, le meurtre incompréhensible d'un jeune père de famille sans histoire, sauvagement assassiné sur une aire d'autoroute. Les cigales, les vacances, le soleil du midi de la France, c'est l'été et nombreux sont les étrangers à venir profiter des beaux paysages de l'Hexagone. C'est pour l'Ardèche que les Baligans ont eu un coup de cœur. Depuis une dizaine d'années, ce couple belge quitte sa maison de Nivelles, près de Bruxelles, pour passer leurs vacances d'été à la Nouzarède, un camping niché en plein cœur du parc naturel des Monts d'Ardèche. L'endroit est bucolique, propice aux retrouvailles, et c'est justement le cas en cette année 2011. Jean-Luc et Katia ont le plaisir d'être rejoints au camping par Xavier, leur fils de 29 ans, accompagné de Jordan et Dylan, leur petit-fils de 5 et 7 ans. Une semaine de vacances et de souvenirs en famille qui ne laissaient en rien présager d'un tel épilogue. Le lundi 18 juillet 2011, c'est la fin des vacances pour Xavier Baligan. Il prend la route pour rentrer chez lui, en Belgique, avec ses 2 enfants sagement attachés à l'arrière de la voiture. Le voyage est long, très long, 900 km, quasiment 9 heures de route. Aux alentours de 2 heures du matin, alors qu'il roule sur l'A31, l'autoroute qui traverse la Lorraine, Xavier Baligan décide de s'arrêter sur l'aire de repos de Malvaux. Au même moment, un patrouilleur autoroutier est en service de l'autre côté de l'autoroute sur l'aire située juste en face, quand soudain, 5 coups de feu retentissent. Le patrouilleur, alerté par ces détonations inhabituelles, se rend immédiatement sur place. Il découvre alors une scène d'horreur. Le corps de Xavier Baligan gît dans une mare de sang devant les toilettes de l'aire d'autoroute. Un meurtre sordide, une scène de crime peu commune et surtout un acte toujours inexplicable 10 ans après les faits. Et pour tenter de mieux comprendre cette affaire énigmatique, mon invité aujourd'hui est le journaliste belge Jean van der Dries. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des crimes de la route et de me recevoir chez vous à Nivelles, dans le Brabant wallon. Nous sommes en Belgique, une commune qui a toute son importance dans ce dossier, car c'est de là qu'est originaire la victime. Vous avez suivi cette enquête depuis son tout début en 2011 pour le quotidien L'Avenir. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet et ce terrible meurtre, est-ce que vous pouvez avant tout nous dépeindre la personnalité, la vie de Xavier Baligan ? Xavier Baligan était impliqué dans la vie nivelloise, dans la vie associative nivelloise. Il jouait ce qu'on appelle chez nous le mini-foot et il faisait partie d'une société de Gilles. Il était connu, mais son papa l'était encore plus que lui dans la mesure où il a été gendarme pendant une vingtaine d'années à Nivelles et il fréquentait à la fin de sa carrière le palais de justice avec beaucoup d'assiduité dans la mesure où il était chargé de véhiculer les détenus qui venaient s'expliquer sur les délits ou les crimes qu'ils avaient commis. Donc c'est une famille assez connue et ultra sympathique. On est dans la commune de Nivelles, 30 000 habitants environ. On croise souvent les mêmes visages, donc c'est quelqu'un de connu au sein de l'agglomération ? Connu au sein de l'agglomération, la preuve en est dans le fait que l'autorité communale avait ouvert un registre de condoléances et il a été clôturé après une trentaine de pages de Nivellois qui ont tenu à témoigner de leur reconnaissance, de leur sympathie aux parents de la victime. Est-ce qu'on peut dire que c'était un jeune homme simple et sans histoire ? Un jeune homme sans histoire, oui, qui travaillait dans une grosse société de Rixensart où l'on fabriquait des vaccins, des médicaments, etc. On n'avait que des louanges à son égard et il ne s'était jamais fait connaître pour des faits délictueux, en tout cas.
Et c'est ce qui rend encore plus incompréhensible ce meurtre sordide. Une scène de crime d'ailleurs peu commune. Xavier Baligan est tué devant les toilettes d'une aire de repos sur l'A31 près de Nancy. Alors comment est découvert son corps ? Les circonstances, elles sont les suivantes. Il était allé passer quelques jours de vacances dans dans un camping caravaning de l'Ardèche avec ses parents. Il remontait sur Nivelles avec ses 2 enfants qui étaient en bas âge et il a, semble-t-il, été amené à s'arrêter non pas sur une aire de station-service, mais sur une aire où il pouvait satisfaire un besoin naturel. Une aire de repos. Une aire de repos, mais il ignorait bien entendu que cette aire de repos n'a, semble-t-il, pas une excellente réputation. Et si je dis que c'est un besoin naturel, c'est parce que l'autopsie a révélé que sa vessie était pleine d'urine. Et il s'est arrêté près de sanitaires, donc on peut légitimement penser qu'il devait satisfaire un besoin naturel. Il n'a eu le temps à peine de quitter le volant que 5 coups de feu, semble-t-il, ont claqué dans la nuit et il a été atteint par 4 projectiles dont 2 étaient mortels. Un à la tête et l'autre au menton. Alors, ce que les enquêteurs ont mis en évidence, c'est que pour avoir une balle dans le menton, il faut que ce soit une exécution programmée ou... Pourquoi tuer quelqu'un d'une balle dans le menton alors que sans doute la victime était à terre? Donc on semble avoir voulu l'exécuter. Pourquoi ? Son corps est donc découvert dans une mare de sang devant les sanitaires, vous l'avez dit. C'est un patrouilleur qui est alerté par les coups de feu qui se rend sur place. Oui, c'est un patrouilleur qui se trouvait de l'autre côté de l'autoroute, qui a entendu les coups de feu et qui a lancé l'appel à la police ou à la gendarmerie locale. D'autre part, il y avait 28 camionneurs qui se trouvaient sur l'aire de repos et la plupart dormaient. L'un d'eux a déclaré qu'il n'avait pas vu de voiture quitter le parking en direction de la Belgique, ce qui laisserait supposer que le meurtrier ou l'assassin, si c'était programmé, était venu par une autre source, semble-t-il. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses que l'on avance. On reparlera de l'arme du crime un petit peu plus tard, parce que là aussi, c'est très étonnant. Mais donc, vous l'avez dit, l'assassin de Xavier Baligan ne lui a laissé aucune chance. Les balles ont été tirées quasiment à bout portant. Quasiment à bout portant, mais par quelqu'un qui ne semble pas avoir été un professionnel de l'exécution, puisqu'il a raté sa cible à plusieurs reprises, et en plus, il utilisait une arme sur laquelle on reviendra peut-être, mais qui n'est pas celle habituellement utilisée par les gens qui sont chargés d'une exécution. Ce n'est pas un simple pistolet ou un fusil lambda qui a été utilisé pour tirer sur Xavier Baligan, mais une arme peu commune, une Schmitt Rubin K31. C'est une arme de collection avec des balles de fort calibre, une sorte de fusil, un ancien fusil de guerre. C'est ça qui appartenait à l'armée suisse ? Exactement. L'armée suisse en était pourvue entre 1933 et 1950. Et donc, qui possède ce genre d'armes ? Qui possèdent actuellement. Elles sont en vente libre. En Belgique, en France, je ne sais pas, elles sont en vente libre, mais le calibre est méchant. 7,35, ça fait de solides trous. Mais c'est une arme qui pèse plus de 4 kilos, semble-t-il. On peut scier le canon et en faire une arme plus facilement maniable. Mais encore une fois, les gens qui sont chargés de faire une exécution dans le banditisme n'utilisent jamais ce type d'arme. Donc, réellement, ça pose problème aussi. Et les enfants, dans tout ça, Jordan et Dylan, ils étaient à l'arrière de la voiture au moment des faits, ils n'ont rien entendu. Les enfants, il faut en parler. Parce que l'un d'eux a affirmé qu'en cours de route, le papa avait reçu un SMS. Un SMS dont dont les enfants ignorent la teneur, mais ce SMS n'a jamais été retrouvé dans l'appareil de Xavier Baligan. La technologie n'a pas permis de retrouver la trace de ce message. La technologie fait des miracles en général. Mais bon, semble-t-il, on n'a pas retrouvé trace de ce SMS. Et qui plus est, l'enfant n'est pas formel pour dire que l'SMS a été reçu quelques minutes, quelques heures ou beaucoup d'heures avant que le drame ne survienne. Donc, ce sont des enfants en bas âge, on le rappelle. Ce sont des enfants en bas âge. Le SMS aurait pu être reçu peut-être la veille ou avant-veille. Ça n'a rien donné en tout cas. Et leur témoignage sur le moment des faits, eux dormaient. Donc, ils dormaient, ils n'ont rien entendu. Heureusement d'ailleurs. Les enquêteurs pensent aussi tenir leur chance avec les caméras du réseau autoroutier, l'une notamment qui est perchée au-dessus de l'aire de repos, mais là aussi, ça ne donne rien.
ça ne donnait rien parce que, semble-t-il, les caméras étaient dirigées tout particulièrement et presque essentiellement sur les autoroutes, mais pas sur le parking. Une chose est sûre, c'est que Xavier Baligan n'a pas été victime de vol qui aurait mal tourné puisqu'on retrouve ses affaires personnelles. Tout à fait. Donc le vol n'est pas le mobile du crime, pas du tout. À ce moment de l'affaire, on est donc à la recherche d'un fantôme, en quelque sorte. Il n'y a aucune trace, pas d'indice, pas de témoignage. On ne sait pas qui on recherche, on ne sait pas quel est le mobile. Les enquêteurs vont donc élargir leur champ d'investigation. Qui en voulait donc à ce point à Xavier Baligan ? A-t-il été victime d'un règlement de compte, d'un crime gratuit, d'un tueur en série, d'un déséquilibré ? A-t-il été témoin d'une scène qu'il ne devait pas voir ? Toutes ces questions, les enquêteurs se les posent, ils creusent toutes les pistes et s'intéressent aussi à l'entourage de la victime. S'agit-il d'un crime passionnel ? Xavier Baligan était divorcé mais semblait sur le point de renouer contact avec son ex-femme, la mère de ses enfants, elle-même en couple à l'époque des faits avec un nouveau compagnon. La jalousie au cœur de cette affaire, l'instruction se dirige vers cette nouvelle piste. Jean Van Den Dries, je rappelle que vous êtes journaliste pour le quotidien L'Avenir en Belgique. Vous avez suivi cette affaire. Parlez-nous à présent de la piste sentimentale. Xavier Baligan était divorcé. Il était divorcé. Mais il avait conservé avec son ex-épouse des liens amicaux et il semble qu'ils avaient l'intention, si pas de se remettre en ménage, en tout cas de se revoir. Un échange de SMS fait état d'un rendez-vous donné le soir même du jour fatal. Donc, l'ex-épouse, qui est d'origine roumaine, savait que Xavier Baligan revenait à Nivelles ce soir-là. Il ne se voyait plus régulièrement parce qu'elle avait de son côté trouvé un emploi de secrétaire auprès d'un concessionnaire de voitures, un personnage qui a été un peu controversé et qui a été dans le collimateur du juge d'instruction. Parlons-en justement, c'est le nouveau compagnon donc de son ex-femme. Il est un temps soupçonné, pourquoi ? Par jalousie, par rivalité ? Je ne crois pas que ce soit par rivalité parce que la femme refaisait sa vie, c'était bien son droit, mais ils avaient décidé de se séparer aussi. Donc, il n'y avait plus de lien particulier, ou en tout cas, il s'était devenu extrêmement lâche. Alors, on s'est demandé si cette femme pouvait avoir une raison d'en vouloir à son ex-époux. Et là, c'est l'unanimité pour dire que non. Même dans la famille, les parents de Xavier ont exclu qu'elle aurait pu être une commanditaire. Mais par contre, les enquêteurs qui, je le répète, se devaient d'ouvrir toutes les portes, ont envisagé la participation de ce garagiste carrossier. José Oliveira. José Oliveira, qui avait une réputation un peu particulière dans la mesure où il est établi qu'un jour, un de ses clients avec qui un différend financier avait surgi, l'avait menacé. Eh bien, dans les jours qui ont suivi, Oliveira s'est fait fort de recruter 4 hommes de main, costauds, armés, et ont amené cet individu à Nivelles, et on lui a fait comprendre qu'il ne devait pas continuer Enfin, qu'il devait régler le différend, sinon ça tournerait mal pour lui. Donc, il était peut-être un sanguinaire, ou peut-être... Enfin, il avait les moyens de recruter des hommes de main. Alors, on a examiné son emploi du temps, et là, il a été complètement dégagé de toute responsabilité. Il avait un alibi en béton, donc il était impossible pour lui de se trouver sur l'aire d'autoroute ce jour-là. Par contre, on s'est demandé les enquêteurs se sont demandé s'il ne pouvait pas être le commanditaire peut-être par jalousie, peut-être ayant appris, ça il avait appris en tout cas, que l'ex-épouse de Xavier avait décidé de rompre les amarres avec lui, et peut-être aurait-il été un peu jaloux d'apprendre que la liaison pouvait s'être à nouveau liée entre sa secrétaire et Xavier Baligan. Ce sont des hypothèses, mais elles n'ont pas permis
aux enquêteurs de la vérifier. En tout cas, elle n'a pas été retenue par les juges d'instruction. Alors qu'il faisait partie des rares personnes à savoir que Xavier Baligan faisait cette longue route de 900 km entre le midi de la France et le Brabant wallon, quelles étaient les personnes au courant de ce trajet ? Il y avait son ex-femme, mais elle a dit que son employeur était tellement jaloux qu'il n'hésitait pas à vérifier les communications téléphoniques qu'elle recevait et les SMS aussi. Donc il est possible qu'il ait eu connaissance de ce retour. Mais s'il était capable de commettre un crime, c'est pas pour ça qu'il est coupable. Parmi les autres pistes évoquées par les enquêteurs, il y a celle de la malchance, entre guillemets. Xavier Baligan a-t-il pu voir une scène qu'il n'aurait pas dû voir ? On pense à des trafiquants de drogue, par exemple. Possible, mais la rapidité avec laquelle il a été exécuté ne me permet pas de retenir cette hypothèse-là. Il n'a pas eu le temps de mettre le pied en dehors de la voiture qu'il était froidement abattu. Donc, alors qu'il circulait avec une plaque d'immatriculation belge, donc on ne pouvait pas soupçonner des Français désireux de faire la peau à quelqu'un qu'ils avaient dans leur collimateur. Ça reste vraiment une énigme pour le moment non élucidée. Est-ce qu'il y a un pan de l'enquête qui aurait pu échapper aux enquêteurs, une exécution, un contrat qui aurait été mis sur sa tête par un de ses ennemis, mais qui serait passé entre les mailles du filet ? Ça paraît quand même peu probable. On ne lui connaissait pas d'ennemis, mais d'autre part, on a retrouvé, semble-t-il, des empreintes sur le tableau de bord du véhicule. Mais personne ne dit que l'exécuteur est entré dans l'habitacle et a pu certainement laisser une empreinte. Donc c'est peut-être une empreinte qui date d'il y a très longtemps et dont on n'a jamais pu déterminer l'origine. Le témoignage des chauffeurs routiers, vous l'avez dit, est aussi important car l'un d'entre eux n'a pas vu de voiture repartir après les coups de feu, ce qui veut dire peut-être aussi que l'assassin est arrivé par une route secondaire, non pas par l'autoroute directement. Et d'ailleurs, le grillage qui sépare cette aire de repos du bois adjacent est abîmé, donc on peut ici imaginer cette théorie-là. C'est exact. Le grillage a été abîmé et qui plus est, selon mes souvenirs, on aurait retrouvé des mégots de cigarettes à proximité. Bon, alors est-ce que effectivement on attendait le retour de Xavier Baligan ? Mais encore une fois, comment des Français pouvaient-ils connaître d'abord l'endroit où Xavier Baligan allait s'arrêter, l'heure et le jour ? Ça, ce sont des hypothèses, un grillage qui a été abîmé, oui, c'est vrai, mais peut-être un mois ou un an à l'avance. Aujourd'hui, plus de 10 ans après le crime, quelle est votre intime conviction, Jean Van Den Ries ? C'est un mauvais crime qui a été commis à l'égard d'un gentil garçon que rien ne prédestinait à avoir un sort pareil. Au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est fort possible, c'est ça qu'on retiendra. Mais encore une fois, le manque de raisons pour lesquelles il a été exécuté restera toujours une énigme. Pour son frère, c'est le seul qui reste, et pour son ancienne épouse. C'est une cold case, si vous voulez, mais... Il y a peu de chances pour qu'elle soit résolue ? Je crois qu'il y a peu de chances, hélas. Il faut un élément nouveau pour permettre de relancer une enquête, mais quel pourrait être cet élément nouveau ? Quelqu'un qui parle, l'auteur, qui fait des aveux sur son lit de mort, qui en a parlé de manière imprudente à quelqu'un qui pourrait relancer l'enquête, mais il ne faut pas trop espérer. Je ne crois pas. Jean Van Den Ries, merci d'avoir éclairé notre lanterne sur cette affaire qui reste donc pour le moins mystérieuse. Merci. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.